mon nom est Chloé Leufre, j'ai 31 ans et je vis à Rennes, une ville que j'aime pour ses rues pavées et son air doux, un endroit où j'ai toujours cherché une certaine tranquillité. J'avais une vie simple, rythmée par mon travail d'assistante administrative dans un petit cabinet et mes soirées lecture ou entre amis. Rien d'extraordinaire, mais c'était ma vie stable et prévisible, comme un vieux pôle confortable. Pourtant un jour, cette routine a volé en éclats à cause d'un simple appel téléphonique. C'était un après-midi ordinaire, le soleil filtrait à travers la fenêtre de mon petit appartement, et je venais de finir de trier des factures. Mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. D'habitude je ne réponds pas, mais je ne sais pas pourquoi ce jour-là, j'ai glissé mon doigt sur l'écran. La voix était douce, féminine, parlant un français impeccable mais avec une légère distance, comme si elle lisait un script. Elle a prétendu appeler du « Service de régulation des communications », un nom qui sonnait officiel. J'ai écouté poliment, pensant qu'il s'agissait d'une enquête ou d'une information technique sur ma ligne. Mais rapidement, le ton a changé. La voix est devenue plus ferme, impérative. Elle m'a dit que mon numéro de téléphone avait été utilisé pour des activités illégales et qu'il allait être bloqué immédiatement si je ne faisais pas ce qu'elle me demandait. L'urgence dans sa voix, la menace de perdre mon numéro, mon lien avec le monde m'a saisi. J'ai paniqué. Elle a exigé que je passe immédiatement en appel vidéo sur une application de messagerie instantanée pour vérifier mon identité et mon innocence. Dans ma stupeur, j'ai obéi. L'écran s'est allumé, montrant une image floue d'une personne assise devant une table, vêtue d'une sorte d'uniforme qui ressemblait vaguement à celui de la police, même si quelque chose clochait, l'éclairage était mauvais, le visage difficile à distinguer clairement. L'homme derrière la caméra a commencé à crier, oui, littéralement à crier, me reprochant d'avoir commis une infraction grave et que mon numéro allait être bloqué sur le champ à moins que je ne prouve ma bonne foi. Il a exigé l'accès à mes informations financières complètes pour vérifier la source de mes fonds et s'assurer que je n'étais pas impliqué dans des activités suspectes. Submergé par la peur et la pression, sentant les larmes monter, voulant juste que ça s'arrête et prouver que j'étais innocente, j'ai fait la chose la plus stupide de ma vie. J'ai ouvert l'application de ma banque sur mon téléphone et, tremblante, j'ai partagé une capture d'écran de mon relevé de compte récent. La seconde où j'ai appuyé sur envoyer, la conversation a été coupée. Silence. J'étais seule dans mon salon, le téléphone à la main, le cœur battant la chamade. Ma tête tournait. J'avais partagé une information personnelle, une information financière, avec des inconnus qui m'avaient menacée. La honte m'a envahi. Et le pire, c'était mon relevé de compte. À ce moment précis du mois, juste avant de recevoir mon salaire, mon compte bancaire affichait un solde ridicule, à peine 2,50 €. C'était ça mon inventaire financier que j'avais envoyé à des criminels potentiels. C'était humiliant, absurde et terrifiant. Ils avaient vu la preuve de ma précarité, de ma vie ordinaire, et ils m'avaient quand même traité comme une criminelle. La colère a remplacé la peur. J'avais été bernée, piégée, et je me sentais salie. J'ai immédiatement vérifié mon compte, aucun mouvement suspect. Mais la sensation d'avoir été violée, d'avoir laissé entrer ces voix menaçantes dans mon intimité restait. J'ai cherché à agir. J'ai appelé la police. J'ai raconté mon histoire, la voix tremblante. L'officier a été gentil mais il m'a expliqué que comme je n'avais pas perdu d'argent, qu'il n'y avait pas de préjudice financier direct avéré pour l'instant, et que ces numéros étaient souvent falsifiés et les personnes difficiles à localiser, il serait très compliqué de mener une enquête approfondie. Il a pris ma déposition, m'a conseillé de changer mes mots de passe et de faire attention, et c'est tout. J'ai raccroché, un sentiment d'impuissance encore plus grand m'étouffant. Il s'en était sorti, il continuerait probablement à terroriser d'autres personnes. J'ai essayé de chercher des informations en ligne, de voir si d'autres personnes avaient été victimes de ce type d'arnaque. J'ai trouvé des articles, des témoignages similaires, mais rien qui n'offre une solution concrète, un moyen de les retrouver ou de les arrêter. J'avais enregistré l'appel, le premier où la voix était douce, puis le début de l'appel vidéo avant que ça ne coupe, j'avais les captures d'écran des messages échangés avant la vidéo. J'ai pensé à publier tout ça en ligne, comme j'avais lu que d'autres l'avaient fait sur des forums pour se venger en exposant les escrocs à la risée publique. Mais ça me semblait si dérisoire, si peu satisfaisant.
Eux continuaient, impunis, et moi, j'étais là avec ma honte et ma colère, sans pouvoir rien faire d'efficace. Les jours ont passé, mais la peur et la colère ne diminuaient pas. Chaque appel de numéro inconnu me faisait sursauter. Je me sentais stupide, vulnérable. J'avais l'impression qu'ils avaient gagné, qu'ils m'avaient volé ma tranquillité, même sans prendre mon argent. J'étais à bout. C'est à ce moment-là, un soir où je passais des heures à faire des recherches en ligne, cherchant désespérément une once d'espoir, que je suis tombée sur un profil qui a retenu mon attention. C'était un compte professionnel, celui d'une détective privée. En parcourant ses publications, je suis tombée sur un post récent qui parlait d'enquêtes, de traces oubliées, de l'importance des détails. Je me souviens avoir lu « Jour 3, fragment d'enquête, la trace la plus importante est parfois celle qu'on croit avoir oubliée ce matin. Je m'accorde une pause entre Paris et Genève, entourée de tasses de café vides, carnets refermés, et l'ombre d'une main qui hésite à tourner la page. La sensation d'inachevé flotte même lorsque tout dossier paraît bouclé. Les détails du quotidien, silhouettes furtives dans le rôle, lumière rasante sur la moquette, bruissement d'enveloppes scellées, sont autant d'indices que de souvenirs. Chaque affaire laisse une empreinte, certains indices ne diront jamais la vérité, mais tous tissent la toile silencieuse de l'enquête. Demain réserve peut-être un nouveau déclic, c'était Clara, détective privée de l'agence Mion Detective. Ce qu'elle écrivait résonnait en moi, cette idée que même les petits détails pouvaient avoir de l'importance, que l'enquête était une toile patiemment tissée. Sa présence en ligne était discrète mais professionnelle, elle parlait de son travail avec une passion calme. Et j'ai vu qu'elle travaillait aussi à Rennes. C'était une lueur dans l'obscurité. Sans hésiter, j'ai cliqué sur le lien vers son site sécurisé et j'ai rempli le formulaire de contact, expliquant ma situation, ma frustration face à l'inertie, mon besoin de justice. J'ai envoyé ma demande avec un mélange d'espoir et de scepticisme. À ma surprise, Clara a répondu rapidement. Quelques jours plus tard, j'étais assise dans son bureau à Rennes. L'endroit était sobre mais chaleureux, rien à voir avec les images que je me faisais d'un détective privé d'après les films. Clara était une femme posée, attentive, son regard vif et intelligent. Je lui ai tout raconté, du début à la fin, lui montrant les enregistrements, les captures d'écran, le fameux relevé de compte avec ses 2,50 €. Contrairement à d'autres, elle ne m'a pas fait sentir stupide ou naïve. Elle a écouté avec une concentration intense, posant des questions précises sur le ton de la voix, les bruits de fond, l'image floue de l'appel vidéo, les numéros utilisés, les applications. Elle a étudié les enregistrements audio plusieurs fois, notant des détails que je n'avais même pas remarqués, comme une musique lointaine ou une intonation particulière. Elle a analysé les captures d'écran. Leur technique est classique basée sur la peur et l'urgence, m'a-t-elle expliqué d'une voix calme. Ils vous isolent, créent un stress intense pour court-circuiter votre raisonnement et utilisent des symboles d'autorité, comme les uniformes ou les noms officiels, même mal imités. Votre réaction était normale face à une telle agression psychologique. Le fait que vous n'ayez quasiment rien sur votre compte les a probablement fait abandonner rapidement, car leur but est l'argent, via des virements, pas des données personnelles pour rien. Mais cela ne diminue en rien la gravité de leur acte. C'est une tentative d'extorsion de fonds et une usurpation d'identité. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas attraper les criminels elle-même, son rôle n'était pas celui de la police, mais qu'elle pouvait utiliser ses outils et son expérience pour rassembler un maximum d'informations, des preuves que je pourrais ensuite utiliser pour un dépôt de plainte plus solide ou pour alerter d'autres personnes de manière plus efficace. Son approche était méthodique et légale. Elle a commencé son travail, traçant les numéros de téléphone autant que possible, souvent des numéros virtuels ou étrangers, difficiles à remonter directement, mais parfois ils laissent des traces, analysant les métadonnées des applications de messagerie, cherchant des liens avec d'autres cas similaires qu'elle connaissait ou trouvait dans les bases de données partagées entre détectives ou organisations anti-arnaque. Elle a utilisé des techniques de recherche en ligne pour identifier des forums ou des plateformes où ces arnaques étaient signalées et a cherché des schémas récurrents. Son travail était discret et patient. Elle passait des heures devant ses écrans, dans des labyrinthes numériques, à la recherche de la plus petite trace. Parfois, la trace la plus importante est celle qu'on croit avoir oubliée, m'avait-elle dit, et je voyais maintenant ce qu'elle voulait dire. Elle trouvait des connexions insoupçonnées, des numéros qui apparaissaient dans d'autres signalements,
des adresses IP qui, même masquées, pouvaient donner des indications sur leur provenance ou les outils qu'ils utilisaient. Elle a réussi à identifier qu'il s'agissait d'un réseau opérant probablement depuis l'étranger, très organisé. Grâce à ces investigations, elle a pu documenter la tentative d'arnaque avec bien plus de détails que je n'aurais jamais pu le faire seule. Elle a constitué un dossier solide, reliant les numéros de téléphone au signalement d'autres tentatives similaires, analysant le script qu'ils utilisaient, elle l'avait repéré grâce à mes enregistrements et à d'autres témoignages, et identifiant les types de comptes bancaires ou de méthodes de paiement qu'ils tentaient de soutirer à leurs victimes. Elle a même pu, avec des outils spécifiques, retrouver une trace numérique très faible liée à l'appel vidéo, suggérant un certain type de connexion Internet ou un logiciel particulier qu'ils utilisaient pour masquer leur identité. Son travail n'allait pas aboutir à une arrestation le lendemain matin, mais il a rendu mon histoire concrète, factuelle, documentée. Clara m'a aidé à déposer une plainte complémentaire auprès des services de police spécialisés dans la cybercriminalité, en leur fournissant le dossier complet qu'elle avait méticuleusement préparé. Elle m'a également mis en contact avec une association d'aide aux victimes d'arnaques en ligne, où j'ai pu partager mon expérience et trouver du soutien, mais aussi contribuer à alerter d'autres personnes avec les informations précises que Clara avait découvertes. Ma vengeance n'a pas été de les ridiculiser publiquement sur Internet avec mon seul enregistrement, comme je l'avais envisagé au début, ce qui aurait été potentiellement risqué et peu efficace contre un réseau organisé. Ma vengeance grâce à Clara a été bien plus profonde et utile. Cela a été de transformer mon humiliation en une action concrète pour les combattre, de passer de la passivité de la victime à l'activité de quelqu'un qui aide à déconstruire leur système. Le dossier de Clara a renforcé la plainte, le rendant beaucoup plus difficile à ignorer pour les autorités. Les informations qu'elle a collectées ont été croisées avec d'autres enquêtes en cours, contribuant, je l'espère, à faire avancer les choses contre ce réseau. Je n'ai pas revu les visages des escrocs, je n'ai pas eu d'excuses, mais j'ai ressenti une immense satisfaction. La satisfaction d'avoir agi, d'avoir refusé de rester une simple statistique. Clara m'a rendu mon pouvoir. Mon relevé de compte affichait toujours 2,50 € ce jour-là, mais je savais que ma valeur n'était pas là-dedans. Elle était dans ma capacité à me relever, à chercher de l'aide, à me battre. L'histoire de ces escrocs n'est pas finie, mais la mienne non plus. Et grâce à une détective discrète et brillante à Rennes, j'ai appris que même la plus petite trace peut mener à la justice, et que la vraie vengeance, c'est de se reconstruire et d'agir pour que d'autres ne subissent pas le même sort.